Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir interroger une personne que j'apprécie énormément et surtout qui a réalisé un travail colossal avec un ouvrage qui fera date et qui est absolument nécessaire à posséder dans sa bibliothèque et à transmettre à autrui, surtout vu le contexte géopolitique actuel qui est fort inquiétant, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien. Donc j'ai nommé l'ouvrage Ne leur pardonnez pas 3, ils savent très bien ce qu'ils font. Hop, là on me verra, L'Empire du mensonge. Donc écrit par Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël. Je vais très bien. Je suis rentré chez moi à La Réunion. Donc là, c'est l'été. Ça change du climat parisien. Donc, oui, et en plus, une tournée où vous avez pu participer à de nombreux entretiens, de nombreuses interviews pour présenter ce nouvel ouvrage. Donc, un ouvrage qui, cette fois-ci, contrairement aux deux précédents, même s'il fait partie donc, de la série, hein, c'est le troisième tome de Ne leur pardonnez pas. Les deux premiers ouvrages se concentrant sur la période sanitaire, la pandémie, hein, comme vous l'appeliez, et comme on l'appelle, et on doit l'appeler d'ailleurs, c'est-à-dire analyser la crise sanitaire, mais aussi les personnes ou en tout cas les groupes qui ont pu organiser ces événements. En tout cas, on se pose souvent la question à qui profite le crime, et ces deux précédents ouvrages que vous aviez écrits ont apporté de nombreux éléments de réponse. Et avec cet ouvrage-là, vous récidivez, mais sur un autre plan, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien, une synthèse absolument excellente, à la fois sur le plan historique de l'OTAN, l'histoire de l'Ukraine, mais aussi les relations entre l'Occident et la Russie, pour comprendre à quel point nos élites occidentales savent très bien ce qu'elles font. Une situation qui est fortement inquiétante. Je vous le rappelle, là nous sommes donc le 24 novembre. Nous avons Donald Trump, certes, qui a été élu et qui deviendra officiellement le président des États-Unis à partir du 20 janvier. Cependant, on peut voir une escalade fortement inquiétante qui ne cesse d'évoluer tous les jours, avec à la fois cette information qui n'était pas si vraie, mais qui a fait beaucoup réagir, c'est-à-dire des États-Unis qui autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles américains. On a eu aussi l'utilisation des missiles Storm Shadow, la riposte russe en utilisant un missile intercontinental. Et là maintenant, la France, avec le ministre des Affaires étrangères, qui nous explique qu'il n'y a pas de ligne rouge et qu'il est prêt à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Donc une situation fortement inquiétante lorsqu'on voit ce couple franco-anglais, parce qu'il y a aussi évidemment la présence anglaise. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on fera lorsqu'on détaillera l'historique de cette relation étrange que l'on a entre l'Occident et l'Ukraine. Donc tout d'abord, Jean-Michel, une première question. On parle donc, ils savent très bien ce qu'ils font, on parle de l'empire du mensonge, mais un conflit qui n'a pas commencé avec l'opération militaire spéciale, mais qui a commencé il y a de cela plusieurs décennies, on peut dire 30 ans, mais même un petit peu plus loin. Mais selon vous, déjà, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que le sujet ukrainien est apparu comme étant un des projets extrêmement importants de la part de l'Occident pour préparer des opérations spéciales pour tenter d'arrêter, voire même de dominer la Russie? C'était très important pour les États-Unis de séparer l'Ukraine de l'URSS. Donc, même en 1954, c'est pour ça que ça fait plus de 30 ans, en 1954, ils avaient demandé, la FBI avait demandé à une institution, un institut à Washington, de travailler sur le sujet pour savoir comment ce serait possible. Et donc, naturellement, après l'éclatement de l'URSS en 91, là, ils s'en sont donnés à cœur joie. D'autant plus que lorsqu'ils ont eu Boris Eltsine face à eux, la CIA avait un bureau au Kremlin. Et puis, vu l'état de Boris, d'ébriété de Boris Eltsine, c'était pas difficile de lui faire signer ce qu'il voulait. Mais bon, à cette époque, il y a quand même eu des accords de signés, même si on a certains journalistes qui ont déclaré que c'était seulement oral, qu'il n'y avait rien de signé. Moi, j'ai pu retrouver dans le livre et j'ai mis pour que les gens puissent vérifier avec des notes de bas de page et télécharger. Il y avait bien eu des accords à l'époque et même le ministre des Affaires étrangères allemand à l'époque avait déclaré que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de l'Elbe, de la rive gauche de l'Elbe. Voilà, donc ils n'ont absolument pas tenu parole. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur comment séparer l'Ukraine donc de la Russie.
Il y avait le rapport Rancorp et il y avait encore le plus simple pour les auditeurs parce qu'ils peuvent le télécharger, le rapport Barry-Rosen, qui alors lui explique, mais vraiment un scénario préparé, scénarisé depuis 30 ans, hein, il est de 93, ce qui allait se passer. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'est déroulé. Je rappelle que le roi de Prusse, Frédéric II, avait déclaré: l'agresseur, c'est celui qui oblige son adversaire à prendre les armes. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien l'OTAN, enfin c'est les USA qui ont obligé la Russie à prendre les armes. Et le rapport est tellement précis qu'il indique même que l'armée ukrainienne sera complètement anéantie et qu'ensuite peut-être faudra penser à l'arme nucléaire. Bon, là, je pense qu'on est arrivé au stade où l'armée ukrainienne est complètement anéantie, puisque même BFM TV, alors là, ils ont vraiment, faut les féliciter pour une fois, ont montré un reportage qui était dans mon livre d'ailleurs, peut-être qu'ils ont lu le livre, de la télévision allemande, qui a fait un reportage sur les rafles qui ont lieu en Ukraine, où ils arrêtent les voitures, ils sortent l'homme de la voiture, même s'il est avec ses enfants et sa femme, il le met dans un fourgon, et 48 heures ou 72 heures après, il se retrouve sur le champ de bataille. Il y a des rafles énormes actuellement en Ukraine, que ce soit à la sortie du cinéma, à la sortie d'une boulangerie. C'est vraiment incroyable ce qui se passe parce qu'ils ont complètement détruit, anéanti leur armée. Rien que Koursk, pour envahir la région de Koursk en Russie, ils ont quand même perdu 22 600 soldats. L'année dernière, au 30 décembre, l'Ukraine avait perdu 500 000 hommes. Là, à fin octobre, ils étaient à 480 000 hommes perdus pour cette année. Donc, c'est un conflit qui va tuer 1 million de citoyens ukrainiens. Ils en sont au stade actuellement où ils incorporent des femmes parce ils ont plus assez de personnes. Le ministre des Affaires étrangères a dit: les Américains nous donnent les armes et nous fournissons les hommes. Voilà, c'est vous dire l'état d'esprit de ces gens-là. Mmh. C'est un rappel important, il est vrai, que BFM, TV ait osé montrer ces fameuses images qui normalement faisaient partie uniquement, du complotisme ou en tout cas de la propagande pro-russe, c'est-à-dire des Voilà. enrôlements forcés. On avait déjà mis, du temps avant de voir dans les médias mainstream justement l'âge moyen, des soldats ukrainiens qui ne cessait d'augmenter à cause du nombre de pertes considérables qui dépassaient donc les 45 ans. Donc là, il faut bien le préciser, hein, c'est un massacre, terrible pour la population ukrainienne. Encore une fois, hein, nous sommes pas là forcément pour choisir un camp, c'est-à-dire en fait un État ou en tout cas un chef d'État, mais c'est plutôt plaindre les populations qui souffrent dans ces conflits parce que ce sont des crimes qui profitent uniquement à certains et on va pouvoir en parler. Donc là, vous avez Oui. cité différents projets ou documents. Donc ça, je le répète, cet ouvrage, ne leur pardonnez pas trois, ils savent très bien ce qu'ils font, est extrêmement dense. On parle donc là de 600 pages, des centaines de notes de bas de page et de documents qu'il est possible de consulter, en tout cas qui rend un tout parfaitement factuel, très bien construit. J'aimerais que l'on puisse revenir un petit peu, encore une fois, aux origines des objectifs de l'OTAN et de certains projets qui ont pu être développés, qui pourraient nous permettre de comprendre, en tout cas aujourd'hui, comment est-ce qu'on a pu en arriver à un tel niveau donc de tension, mais surtout de démantèlement, non pas de la Russie, parce qu'il y a plein de projets qui ont été mis en place. Hein. On a parlé des sanctions qui n'ont pas fonctionné, même les opérations militaires, c'est-à-dire même si les médias parlent à chaque fois de chaque nouvelle contre-offensive ukrainienne, c'est-à-dire ils espèrent qu'il y ait un succès. On parle d'une armée russe à bout de souffle. Malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas. On parle d'un démantèlement concret de l'Ukraine. Mais c'est vraiment dans les années 90 où on a pu observer là toute une organisation, un projet qui a pu se développer pour le futur de l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Vous avez parlé notamment de la Rand Corporation, donc là qui ne date pas forcément des années 90, mais qui peut être synthétique en tout cas du projet qui a été préparé pour l'Ukraine contre la Russie. Oui, c'est le projet qui a été préparé, scénarisé vraiment bien pour séparer parce que pour eux, il faut absolument anéantir économiquement la Russie. Voilà. Et ils ont absolument besoin de l'Ukraine pour séparer la Russie de l'Europe. Parce que ce qui leur fait très peur, c'est une Russie en Europe, mais c'est surtout l'entente Russie-Allemagne. Ça leur fait vraiment très très peur. D'où, on y reviendra plus tard, d'où le Nord Stream qui a été détruit.
Voilà, ça c'est vraiment ce qui les dérangeait le plus. Mais il faut quand même savoir que euh, on dit que c'est Poutine l'agresseur, mais Bush, Clinton, Obama ont 21 millions de morts, on fait plein de guerres. J'ai jamais entendu parler d'agresseur. Ce que les gens doivent savoir, et beaucoup ne le savent pas, c'est que les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde, dans 80 pays. La Russie en a 15, une en Syrie, et les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques. Et la Chine en a 5, dont certaines sont en construction. Donc on voit quand même le déséquilibre, 850 du côté États-Unis et puis 15 et 5 de l'autre côté. Donc vraiment, les États-Unis ont préparé ça depuis très très longtemps. Et actuellement encore aujourd'hui, j'entendais, on parle de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est de la rigolade. C'est l'OTAN qui est rentrée. On devrait parler depuis combien de temps l'OTAN est rentrée en Ukraine. Ça fait 30 ans qu'il y a des militaires américains, des militaires anglais en Ukraine et qui ont donc eu Hmm. largement le temps de préparer le terrain, de former des militaires. Et donc, depuis 2 ans, bien sûr, il y en a encore plus, puisque aujourd'hui, il y a des soldats polonais, il y a des soldats français, il y a des soldats français qui sont décédés en Ukraine. Il y a des veuves qui ont dû signer des accords comme quoi elles ne parleraient pas, sinon elles ne touchaient pas la pension de leur mari et elles ne toucheraient pas les indemnités. Nous avons aujourd'hui en France des enfants qui sont orphelins parce que leur père s'est fait tuer en Ukraine pour rien, pour le bon plaisir de Monsieur Macron, pour qu'il puisse aider son copain cocaïné Zelensky. Alors, on va pouvoir en parler d'Emmanuel Macron plus tard, hein, parce que Emmanuel Macron, qui, comme d'habitude, nous fascine avec ses discours certes creux, mais qui ont aussi la capacité, lorsqu'on fait son historique, hein, c'est-à-dire, ça peut être le jour et la nuit, avec des discours complètement opposés, quand on regarde les relations qu'il a eues avec Vladimir Poutine avant l'opération spéciale. Cependant, donc, dans les années 90, il faut le dire, donc, il y a eu évidemment de nombreuses préparations militaires de la part de l'OTAN, et tout ça aussi poussé par une certaine idéologie, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée néoconservatrice. Et je pense que l'exemple le plus symbolique, ou en tout cas un document de référence que l'on peut utiliser, ça va être le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. Voilà, Avec cette qui est paru en préparation, 97. exactement. Et avec cette préparation-là, on a pu voir pendant plusieurs années donc une préparation, avec ensuite une révélation finalement de ce changement suite à la préparation et aux objectifs mis en place par l'OTAN, qui est l'Euromaïdan. Je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête quand même un petit instant détaillé quand même sur l'Euromaïdan, qui normalement aurait dû être déjà finalement un exemple parfait de mensonge intégral issu de l'Empire, pour nous faire croire qu'il y avait en fait une révolution populaire, alors que malheureusement, ça a été en fait un projet développé par les services de renseignement américains pour permettre d'avoir un contrôle sur l'Ukraine, avec des effets que l'on voit aujourd'hui extrêmement délétères pour la population et surtout pour la souveraineté de ce pays, si souveraineté il devait y avoir à la base. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus donc de ce contexte qu'il y a eu et de ce qui s'est passé véritablement lors de l'Euromaïdan? Oui, et activé par George Soros, comme il s'en est vanté le mois de mai qui a suivi. Oui, bon, ça a été fomenté par les Américains, par des ONG américaines, bien sûr, et, bon, et par celle de Soros. Mais au début, ça a commencé par une simple manifestation d'étudiants. Il y avait un millier d'étudiants qui ont manifesté. C'était absolument rien. C'était vraiment pas important. Et par contre, il y avait quand même les milices nazies qui étaient là et ils se sont étonnés qu'on n'en parle pas, que les médias mondiaux ne parlent pas. Et donc, il y a un individu qui a dit, il faut qu'il y ait 100 morts. S'il y a 100 morts, ils vont en parler. Voilà. Donc, les milices ont tiré. Ils ont quand même tué des policiers. Ils ont tué des gens qui manifestaient, bien sûr. Donc, ben, évidemment, ça a pris de l'ampleur. C'est devenu le Maïdan et le président a dû fuir le pays. Mais suite à cela, naturellement, il y a eu des élections anticipées. Le président est revenu pour proclamer des élections anticipées qui ont eu lieu au mois de mai suivant. Et là, bah, évidemment, il y a une certaine Victoria Nuland, celle qui avait dit Fuck the Europe, qui a préparé le nouveau gouvernement. Elle a choisi les ministres, elle a choisi.
Il y a le détail de la conversation d'ailleurs dans le livre. Elle a choisi le Premier ministre qui allait être mis en place. Les élections ont eu lieu et ils ont placé leurs pions. Ils ont placé une Américaine qu'ils ont naturalisée ukrainienne et 24 heures après, elle s'est retrouvée ministre de l'économie. Ils ont fait pareil quelques mois plus tard avec la ministre de la Santé. Et d'ailleurs, à l'époque, un journal français, l'Humanité, pour pas le citer, avait titré Les Américains aux finances, les nazis à la défense. Parce qu'à l'époque, on pouvait encore parler des nazis. En 2017, vous avez encore une sénatrice, Nathalie Gollet, qui avait fait un rapport sur les nazis au gouvernement en Ukraine et même elle avait interpellé le ministre des Affaires étrangères. Et à l'époque, les journaux pouvaient en parler. Aujourd'hui, les journaux n'en parlent pas. Même une Marine Le Pen s'était étonnée à l'époque et parlait des nazis au gouvernement ukrainien. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est vraiment le sujet tabou, le squelette dans le placard. Il faut absolument pas en parler. Et pourtant, et pourtant, quand on voit tout ce qui s'est passé. Mmh. Mais Donc, justement, il y a eu donc, parlons-en un tout petit peu là de ce point précis parce que il faut quand même le rappeler. L'opération spéciale russe avait comme, casus belli en fait un projet donc de protection de la population russophone, mais aussi un projet de dénazification. voilà, Dénazification qui est un c'est terme, oui, donc on a un petit décalage, donc excusez-moi s'il y a eu la coupure. Donc en fait, oui, un projet donc de dénazification et c'est ça qui peut paraître choquant aujourd'hui. Donc même si je pense qu'à la fois pour notre public et aussi une bonne partie de la sphère issue des médias alternatifs maintenant, en tout cas des spectateurs qui ne se basent plus sur les médias mainstream, je pense qu'il est important de le rappeler de manière très claire, c'est-à-dire un nazisme, un ukronazisme parfaitement assumé, avec notamment un personnage très symbolique qui a été érigé en tant que héros national, qui est Stepan Bandera. Voilà, Stepan Bandera, qui a été érigé en héros national par Zelensky 2 jours avant les élections. Voilà. Et donc, avec des camps d'armées nazies, Azov, entre autres, qui ont. Je pense sincèrement que au départ, Zelensky euh, voulait vraiment donner de la liberté aux régions du Donbass. C'est vraiment là-dessus qu'il était parti. D'abord, il avait été élu pour faire la paix, déjà, premier point. Et puis, il s'était prononcé pour leur donner une certaine autonomie. Mais malheureusement, il a été très vite, dès le mois de septembre 2019, il a été rattrapé par les équipes nazies, parce que la Rada, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ukrainienne, a eu un fort pourcentage de gens de Sloveda, qui est le parti nazi. Et donc, ils ont mis la main sur lui et il n'a pas été libre de faire ce qu'il voulait. C'est la seule chose que je dirais pour sa défense aujourd'hui. Voilà. Mmh. Et, mais bon, ça c'était en 2019. On était avec le Maïdan en 2014 et les élections donc, qui ont suivi de mai 2015, qui ont donné la présidence à Poroshenko, le grand ami de François Hollande, celui qui a signé les accords de Minsk 1 et les accords de Minsk 2. Les accords de Minsk 1 et 2 qui sont aussi importants à rappeler, parce qu'on parle encore une fois souvent, enfin on parle régulièrement de trahison de nos élites, à la fois envers la population, mais aussi en termes diplomatiques à l'international et on doit même, peut-être, admirer la patience de la Russie finalement quand on observe les dernières décennies et les relations qu'ont eues, la Russie avec l'Occident, la Russie qui a pendant des décennies tendu la main, il faut le reconnaître objectivement, à l'Europe avec des tentatives de partenariat ou en tout cas consolider des relations diplomatiques. Donc, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler, là aussi, hein, je pense qu'il est nécessaire de rappeler les fondamentaux qui après peuvent être détaillés. Et là, j'invite tout simplement à la lecture de votre ouvrage avec que des éléments toujours factuels. Quels étaient les objectifs de Minsk 1 et 2 et que s'est-il passé concrètement juste après cette Alors, promesse et ces accords? le premier traité de Minsk 1 a été très mal fait parce qu'il n'y avait absolument pas de date
décrites dans le rapport. Donc, les seules choses qui ont été faites, c'était les échanges de prisonniers. Voilà. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Effectivement, il était écrit qu'il devait donner aussi une certaine liberté et faire des élections dans les territoires du Donbass. Mais ça n'avançait pas, ça s'est pas bien passé. Je vous dis, à part les échanges de prisonniers. Donc, en février 2015, il y a eu un Minsk 2 euh, avec des dates, avec des beaucoup plus précis sur ce qui devait se passer. Mais finalement, ça n'a pas été vraiment suivi là non plus. La France, l'Allemagne devaient veiller à ce que les opérations aient lieu et non les batailles ont continué, que ce soit les indépendantistes ou les régiments nazis ont continué à tuer. Il faut quand même savoir que l'ONU reconnaît 15 000 morts, donc ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup plus, malheureusement. Mais c'est curieux, à l'époque, nos médias n'étaient pas préoccupés par les 15 000 morts ukrainiens, russophones. Bon, vous me direz que nos médias sont pas plus préoccupés par les 400 000 Yéménites qui sont morts pendant la guerre du Yémen. Donc, évidemment, 15 000 Ukrainiens, ça les touchait pas vraiment. Par contre, deux soldats français qui se font tuer, là, vraiment, en Ukraine, enfin, deux mercenaires, puisque non, c'est pas des soldats, c'est des mercenaires. Là, le Quai d'Orsay s'inquiète et fait une lettre au gouvernement. Donc, Hmm. ça ne s'est pas bien passé, mais on peut le comprendre aujourd'hui avec les propos qu'ont tenus Angela Merkel et puis François Hollande, puisqu'ils ont reconnu que de toute façon, c'était simplement pour gagner du temps, pour permettre à l'armée ukrainienne d'être mieux formée, d'avoir du matériel. Donc là, comme vous le dites, au niveau international, ça prouve que la signature de la France et de l'Allemagne au bas d'un traité, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, il n'y a aucun respect. Et c'est pourquoi Poutine a déclaré que on ne pouvait pas faire confiance dans leurs paroles, que ce soit eux ou que ce soit les paroles des Américains d'ailleurs, puisque les Américains avaient quand même dit en 93 qu'ils ne déploieraient pas l'OTAN au-delà des frontières des rives de l'Elbe. On a pu voir que petit à petit, ils grignotaient les pays. Pratiquement tous les pays européens maintenant faisaient partie de l'OTAN. Encore cette année, l'année dernière, il y en a eu un autre, encore cette année. Donc la, la Finlande, la Suède, la Finlande qui était quand même un pays indépendant depuis la guerre, la Suède, la Norvège, enfin bon, tout ça, c'est donc évidemment, il est tout à fait normal que les Russes se soient inquiétés de ce qui se passait. Je prends l'exemple du Mexique, ou on peut prendre l'exemple du Canada. Imaginez que la Russie fasse un coup d'État au Canada, qu'elle place un président à sa botte, qu'elle mette une Russe au ministre des Finances, et puis qu'elle construise 12 bases militaires à la frontière du Canada et des États-Unis, plus une vingtaine de biolabs pour étudier des virus qui n'ont pas le droit d'étudier chez eux. Est-ce que vous pensez que les Américains seraient restés passifs? Non. Bon, ben voilà, c'est ce qui s'est passé exactement avec la Russie. Hmm. Et bon, quand on voit le massacre qu'il y a pu y avoir dans les terres du Donbass, chez les russophones, quand on sait ce que disait Poroshenko, donc président ukrainien, a déclaré: nous aurons du travail, ils n'en auront pas, nous aurons des retraites, ils n'en auront pas, nos enfants iront à l'école et les leurs resteront dans les caves. Ça, c'est pour vous situer un petit peu l'ambiance dans le pays. Il y a quand même 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui, qui sont partis en Russie, qui craignaient pour leur vie et qui sont partis en Russie depuis 2014. Voilà. Donc oui, effectivement, un jour, Poutine, il a dit ça suffit. Mais c'est tout à fait compréhensible. Et je précise, puisque vous avez parlé d'opération spéciale, l'opération spéciale, c'est le terme qu'emploient les États-Unis quand ils vont envahir un pays, quand même. C'est le même terme. À ce moment-là, on en parle moins. Oui, une opération spéciale en plus pour ramener la démocratie au nom des droits de l'homme. On se souviendra bien évidemment de ce qui Voilà. s'est passé en Irak, en Afghanistan, et aussi pour les accords de Minsk. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est pas Et, simplement en fait la non tenue d'une promesse. On a même eu tout simplement des révélations sur les objectifs, les véritables objectifs définis par l'Occident,
par l'intermédiaire de François Hollande et d'Angela Merkel. Ça, je pense qu'aussi, c'est Voilà. important de le rappeler. Bien sûr, et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand Monsieur Macron est arrivé en 2017, il aurait dû suivre les accords de Minsk avec des réunions Normandie, format Normandie, comme ça s'appelle. Et la première qu'il a faite, c'était en décembre 2019, 2 ans après qu'il soit devenu président de la France. Pendant 2 ans, il s'est absolument pas occupé de ce qui se passait. Et il a réuni donc Poutine, Zelensky et Merkel. C'était plus Merkel d'ailleurs, c'était déjà Scholz en décembre 2019 pour la première fois. Et après, c'est fini. Ils se sont pas vraiment occupés. Si les accords étaient respectés, je vous dis, en dehors des échanges de prisonniers, c'est vraiment la seule chose qui a bien fonctionné. Mmh. Alors, j'aimerais aussi que l'on puisse parler, tout simplement donc de Volodymyr Zelensky. Vous lui consacrez tout un chapitre extrêmement intéressant, parce que là aussi, c'est toujours bien de dresser en fait la biographie des personnages politiques importants. Donc, Zelensky, qui a eu une carrière à la base d'humoriste, mais qui ensuite est devenu, donc l'homme de l'année. Mais même, moi j'aime toujours Voilà. utiliser, je crois que vous Euh, aussi vous avez eu ce même petit plaisir, c'est-à-dire d'utiliser notre boussole inversée universelle qui est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, qui décrit Zelensky, donc je vais me permettre de citer ce qui est écrit dans l'ouvrage, c'est-à-dire c'était intéressant parce que je l'ai abordé en croyant que c'était Coluche. Euh, Quelques années plus tard, quand on l'a vu dans les rues de Kiev sous les bombes, tête nue pour défier les Russes, donc il a répondu au président Biden qui lui proposait une exfiltration. Je ne t'ai pas demandé un taxi, je t'ai demandé des fusils. C'était devenu Churchill. Alors, première question, étant donné que notre astre solaire Bernard-Henri Lévy, qui, comme le dit sa femme elle-même, abuse peut-être un peu trop des drogues, est-ce que donc Zelensky est un Churchill? Qui est vraiment Volodymyr Zelensky? alors Zelensky n'a absolument rien d'un Churchill. Absolument rien. Et je me suis basé sur le film qu'a fait Scott Ritter. Il était surpris que personne ne soit intéressé à la personnalité de Zelensky, qui était Zelensky. Donc lui, il a enquêté, bien sûr, et donc j'ai travaillé sur ses travaux. Donc il explique, bon, bien sûr, tout le monde sait que c'était un comique qui faisait rire à la télévision. Bon, certains l'ont vu jouer du piano d'ailleurs, avec un certain instrument. Mais surtout en 2012, donc 2 ans avant le Maïdan, il avait tourné un film dans lequel il était Napoléon qui envahissait la Russie. Voilà. Et ce film, finalement, qui est sorti plus tard, très peu d'Ukrainiens l'ont vu, mais des agents américains qui sont sur place depuis très longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, ont vu ce film et ils se sont dit, c'est l'homme qu'il nous faut. Voilà. Donc les scénaristes, pardon, d'Hollywood ont travaillé sur une série, Le Serviteur du Peuple, en 3 saisons, où un prof d'histoire ukrainien devenait président d'Ukraine. Voilà. Et donc, ils ont choisi. Le film a été interdit, enfin, il a disparu. Et puis, ils ont commencé à travailler Zelensky, à lui faire travailler son personnage. Et donc, pendant 3 ans, il a joué le rôle d'un prof qui allait devenir président. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière saison, le dernier épisode où le professeur devient président a eu lieu 4 jours avant l'élection présidentielle. Voilà. Et pendant cette élection, pendant la campagne plutôt, Zelensky n'a jamais parlé en direct. Tout ce qu'il faisait, c'était déjà enregistré à l'avance de manière à pouvoir corriger et Mmh. surtout en reprenant beaucoup de textes de la série, du feuilleton. Voilà. Voilà comment Zelensky est devenu président d'Ukraine. Voilà. Et vous appelez à la Évidemment. mise en place d'un euro numérique. Absolument, Mm. absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.